Cette femme est notre employée de maison. C'est ce que ma belle-fille a dit à ses parents, en me pointant du doigt ce soir-là. J'étais debout dans le salon, mon salon, tenant un plateau de petits fours que j'avais préparé pendant des heures. J'ai senti mon cœur se figer. Pas de colère, pas de larmes, juste un silence assourdissant à l'intérieur de moi. J'ai posé le plateau sur la table. J'ai enlevé mon tablier avec calme. Et j'ai murmuré, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Bonne chance avec les mensualités ». Puis je suis partie, sans un regard en arrière. Et ce n'est que dans le taxi qui m'emmenait vers Paris que j'ai réalisé que je venais de refermer la porte d'une vie entière. Je m'appelle Tibérine Lemoel, j'ai 59 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée en silence bien trop longtemps. Pendant des années, j'ai cru que l'amour maternel suffisait à tout pardonner, que le sacrifice était une forme de noblesse, que si je donnais assez d'argent, assez de mon temps, assez de ma dignité, mon fils finirait par voir, par comprendre. Mais ce soir-là, j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur, et quand même devoir partir. Tout a commencé 3 ans plus tôt. Mon fils Hector venait de rencontrer Séraphine, une jeune femme élégante, au sourire parfait, aux ongles toujours impeccables. Elle parlait avec assurance, riait fort, et semblait savoir exactement ce qu'elle voulait dans la vie. Hector était ébloui, et moi, j'étais heureuse pour lui. Vraiment. Après 2 relations difficiles, il méritait enfin quelqu'un qui le rendrait heureux. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ils se sont mariés 6 mois après leur rencontre. Une cérémonie discrète dans une petite mairie de province, suivie d'un déjeuner dans un restaurant avec vue sur la Loire. Séraphine portait une robe crème qui lui allait à merveille. Hector ne la quittait pas des yeux. Ce jour-là, j'ai pris sa main dans la mienne et je lui ai dit « Prends soin de lui. Il a bon cœur. » Elle m'a souri. « Ne vous inquiétez pas, Tibérine. Je vais bien m'occuper de lui. » Je ne savais pas encore qu'elle parlait de mes économies. Quelques semaines après le mariage, Hector est venu me voir. Il avait l'air gêné, presque honteux. « Maman, Séraphine et moi, on cherche un endroit où s'installer. Mais les loyers à Lyon sont... » Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. J'ai tout de suite compris. J'avais une maison, une petite maison bourgeoise dans un quartier calme, avec un jardin à l'arrière et des volets bleus. Je l'avais achetée des années plus tôt, avec l'argent que j'avais économisé en travaillant comme comptable dans une entreprise de textile. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Enfin, c'était hypothéqué. Mais je payais les mensualités chaque mois, sans jamais manquer une échéance. Maman, si on pouvait s'installer là-bas, juste temporairement, le temps qu'on trouve quelque chose, j'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui, parce que c'est ce qu'on fait quand on est mère. On dit oui, même quand une petite voix à l'intérieur murmure « Attention ». Ils ont emménagé 3 jours plus tard. Séraphine est arrivée avec des valises, des cartons et une liste de choses à changer dans ma maison. Il faudrait repeindre cette pièce. Le beige, c'est tellement démodé. On pourrait enlever ce buffet, non ? Ça prend trop de place. Ah, et cette lampe, on va la remplacer. Je souriais, j'acquiesçais. Je me disais que c'était normal, qu'ils avaient besoin de se sentir chez eux. Mais au fond, quelque chose en moi commençait déjà à se fissurer. Les premières semaines, tout semblait aller bien. Hector travaillait tard. Séraphine restait à la maison, redécorait, recevait ses amis pour le thé. Moi, je continuais à payer les mensualités de la maison, et les factures d'électricité, et l'eau, et l'Internet. Temporairement, m'avait dit Hector, mais les mois passaient, et personne ne parlait de déménager. Parfois, je passais à la maison pour apporter des courses, ou pour voir comment ils allaient. Séraphine me saluait toujours avec un sourire poli, mais distant. « Oh, Tibérine, vous tombez bien. Vous pourriez m'aider à ranger la cuisine? Vous pourriez repasser les chemises d'Hector? Il a une réunion importante demain. Ah, et si vous avez le temps, il faudrait arroser les plantes. » Petit à petit, sans même m'en rendre compte, j'étais devenue une employée dans ma propre maison. Mais je ne disais rien, parce que je ne voulais pas faire de vagues, parce que je voulais que mon fils soit heureux, parce que je pensais que si je restais douce, patiente, compréhensive, tout finirait par s'arranger. C'est fou, ce qu'on peut accepter, quand on a peur de perdre quelqu'un qu'on aime. Un soir, j'ai reçu un appel de Séraphine. « Tibérine, mes parents viennent dîner samedi, vous pourriez venir plus tôt pour m'aider à préparer ?» J'ai dit oui.
Encore une fois, parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Ce samedi-là, je suis arrivée chez eux, enfin, chez moi, à 15 heures. Séraphine m'attendait sur le perron, les bras croisés, l'air légèrement agacé. « Ah, vous voilà enfin. J'avais dit 14 heures, Tibérine. » Je n'ai rien répondu. J'ai juste souri et je suis entrée, mon sac de course à la main. Dans le salon, tout avait changé depuis leur emménagement. Les meubles que j'avais choisis avec soin, cette table en chêne que j'avais trouvée dans une brocante, ce canapé vert olive qui m'avait coûté 3 mois d'économie, avaient disparu. À la place, du mobilier moderne, froid, tout en ligne droite et en couleur neutre, des cadres avec des citations inspirantes accrochées au mur, des bougies parfumées partout. C'était beau, mais ce n'était plus ma maison. Mes parents arrivent à 19 heures, a dit Séraphine en me suivant dans la cuisine. Il faut préparer un menu impeccable, quelque chose d'élégant, mais pas trop lourd. Vous savez cuisiner le magret de canard? J'ai hoché la tête. Bien sûr que je savais. J'avais cuisiné pour Hector pendant 30 ans. Des dimanches entiers passés devant les fourneaux à préparer ses plats préférés. Le bœuf bourguignon qu'il adorait. Les tartes aux pommes qu'il dévorait encore chaudes. Les gratins dauphinois qui le faisaient sourire comme un enfant. Mais Séraphine ne le savait pas. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Pendant que je préparais les légumes, elle s'est assise à la table de la cuisine, ma table, et a commencé à faire défiler son téléphone. Au fait, Tibérine, il faudra que vous restiez discrète ce soir. Mes parents sont, comment dire, un peu stricts sur les apparences. Ils aiment que tout soit parfait. J'ai continué à éplucher les carottes. Ne vous inquiétez pas, Séraphine. Je ferai de mon mieux. Elle a souri sans lever les yeux de son écran. Merci, vous êtes adorable. À ce moment-là, Hector est entré dans la cuisine. Il portait une chemise blanche impeccable, celle que j'avais repassée la semaine précédente, et sentait l'eau de Cologne que je lui avais offerte pour son anniversaire. Il m'a embrassée sur la joue, distraitement. « Salut, maman. Ça va? »« Ça va, mon chéri. Et toi ?» Il n'a pas vraiment répondu. Il s'est tourné vers Séraphine. « Tout est prêt pour ce soir ?»« Presque. Ta mère s'occupe du repas. » Il a hoché la tête, comme si c'était normal. Comme si c'était évident que je serais là, à cuisiner pour eux, à préparer un dîner pour des gens que je ne connaissais même pas. Et moi, j'ai continué à éplucher mes carottes. Vous savez ce qui est étrange? C'est qu'à ce moment-là, je ne ressentais même pas de colère, juste une sorte de fatigue douce, comme si j'avais couru un marathon sans m'en rendre compte et que mon corps commençait seulement à réaliser qu'il était épuisé. Mais je me suis dit que c'était passager, que c'était juste une mauvaise journée, que demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, tout redeviendrait comme avant. On se ment tellement à soi-même, parfois, pour ne pas avoir à affronter la vérité. Pendant que le magret cuisait doucement dans la poêle, je me suis surprise à penser à l'époque où Hector était petit. Il avait 5 ans, peut-être 6. C'était un dimanche d'automne, et nous étions allés nous promener dans le parc près de chez nous. Il portait un petit manteau rouge avec des boutons dorés, et il courait partout en ramassant des feuilles mortes. « Maman, regarde celle-là, elle est toute rouge !» Il me les apportait une par une et je les mettais dans mes poches. À la fin de la promenade, mes poches débordaient de feuilles froissées. En rentrant à la maison, il m'avait demandé « Maman, tu seras toujours là, hein ?» J'avais ri. « Bien sûr, mon chéri, toujours. » Et pourtant, là, debout dans ma cuisine, à préparer un repas pour impressionner des inconnus. Je me demandais si ce petit garçon en manteau rouge existait encore quelque part, ou s'il avait disparu, remplacé par cet homme qui me regardait à peine, qui ne me demandait jamais comment j'allais, qui prenait tout ce que je donnais sans jamais rien rendre. « Tibérine, vous pouvez mettre la table ?» La voix de Séraphine m'a tiré de mes pensées. Oui, bien sûr. J'ai ouvert le placard pour prendre les assiettes, mes assiettes, celles que j'avais achetées chez un céramiste à Avignon, il y a 15 ans, mais Séraphine m'a arrêté. Non, pas celle-là. Prenez la vaisselle blanche, celle avec le liseré doré. C'est plus élégant. J'ai regardé la vaisselle qu'elle me montrait. Elle était neuve, chère, probablement achetée avec l'argent qu'ils n'avaient pas, puisque c'était moi qui payais tout. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste pris les assiettes blanches et je les ai posées sur la table. Pendant que je dressais le couvert, Séraphine est venue vérifier mon travail. Elle a déplacé un verre de quelques centimètres, ajusté l'angle d'une fourchette, replacé une serviette,
Comme ça, c'est mieux. Puis elle est repartie dans le salon, me laissant seule dans la salle à manger. J'ai regardé la table. Elle était parfaite, impeccable, froide, comme tout le reste. À 18h30, tout était prêt. Le magret reposait dans le four, la sauce aux érelles mijotait doucement, les légumes étaient glacés à la perfection. La table était dressée comme pour un magazine. Les bougies étaient allumées. Séraphine a inspecté la cuisine, puis le salon, puis la salle à manger. Elle a hoché la tête, satisfaite. « C'est bien. Vous pouvez rester pour servir, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas vraiment une question. « Oui, bien sûr. » Elle a souri. « Parfait. Mes parents vont être impressionnés. » J'ai attendu dans la cuisine, assise sur un tabouret, les mains posées sur mes genoux. J'entendais Hector et Séraphine parler dans le salon. Ils riaient. Ils semblaient détendus, heureux. Et moi, j'étais là, dans l'ombre, à attendre qu'on ait besoin de moi, comme une employée. À 19h précise, la sonnette a retenti. J'ai entendu Séraphine ouvrir la porte, sa voix soudain plus aiguë, plus animée. « Maman! Papa! Entrez! Entrez !» Des voix inconnues, des bises, des exclamations. « Oh, quelle jolie maison! C'est magnifique, ma chérie! Tu as vraiment bon goût! » Séraphine riait, ravie. « Merci, maman. On a beaucoup travaillé pour que tout soit parfait. » Je suis restée dans la cuisine, immobile. On a beaucoup travaillé. Pas elle, pas Hector. On, comme si cette maison était la leur. Comme si chaque meuble, chaque objet, chaque parcelle de ce lieu leur appartenait. Comme si je n'existais pas. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où vous êtes, vous qui m'accompagnez dans cette histoire. Séraphine est entrée dans la cuisine, toute souriante. « Tibérine, on est prêt. Vous pouvez apporter l'entrée ?» J'ai hoché la tête. J'ai pris le plateau de toast au saumon fumé que j'avais préparé, avec de l'aneth frais, du citron, de la crème épaisse, et je suis sortie de la cuisine. Et c'est là, en entrant dans la salle à manger, que tout a basculé. Quand je suis entrée dans la salle à manger avec mon plateau, j'ai vu les parents de Séraphine pour la première fois, Monsieur et Madame Duvernay. Lui, la soixantaine élégante, costume gris anthracite, montre en or au poignet. Elle, cheveux blonds parfaitement coiffés, tailleur crème, collier de perles. Il dégageait cette assurance tranquille des gens qui n'ont jamais eu à se soucier d'argent. Ils étaient assis à ma table, dans ma salle à manger, et regardaient autour d'eux avec une satisfaction évidente. « Quelle charmante demeure !» disait Madame Duvernay. « Vous avez vraiment fait des merveilles, ma chérie. » Séraphine rayonnait. « Merci, maman. On voulait quelque chose de classique mais moderne, élégant mais chaleureux. » Hector acquiesçait, la main posée sur celle de sa femme. Séraphine a un goût extraordinaire. Moi, je me tenais là, debout près de la porte, mon plateau à la main. Personne ne m'avait remarqué. Ou plutôt, personne ne me regardait vraiment. Séraphine a fait un petit geste de la main, sans même tourner la tête vers moi. « Vous pouvez poser ça sur la table, Tibérine. » J'ai avancé doucement, posé le plateau au centre de la table. Les parents de Séraphine ont jeté un coup d'œil au toast, puis ont repris leur conversation comme si de rien n'était. « Et vous, Hector ?» a demandé Monsieur Duvernay en se servant un toast. « Votre travail se passe bien ?»« Très bien, monsieur. J'ai été promu chef de projet le mois dernier. »« Excellent, excellent. Il faut de l'ambition dans la vie. » Madame Duvernay s'est tournée vers Séraphine. « Et toi, ma chérie, tu t'occupes bien de la maison ?» Séraphine a souri, modeste. « Oh, tu sais, c'est beaucoup de travail, mais j'adore ça. Tout organiser, recevoir des amis, décorer. » Elle a fait un geste circulaire englobant tout le salon. « C'est tellement gratifiant de créer un vrai foyer, tu comprends ?» Je me suis reculée vers la cuisine, silencieuse. Personne ne m'a retenue. Personne n'a dit « Tibérine, asseyez-vous avec nous. » Personne n'a dit « Merci pour ces délicieux toasts. » Personne. Dans la cuisine, j'ai pris une grande inspiration. J'ai senti mes mains trembler légèrement. Pas de colère, pas encore. Juste une sensation bizarre, comme si quelque chose en moi commençait à se défaire. Lentement, fil par fil. Je me suis mise à préparer le plat principal. J'ai sorti le magret du four, les tranché en fines lamelles rosées. J'ai disposé les légumes glacés autour, versé la sauce aux érelles avec soin. Chaque geste était précis, automatique, comme si mes mains savaient quoi faire, même quand mon esprit était ailleurs. Pendant ce temps, j'entendais leur rire dans la salle à manger. Et puis,
Tu te souviens de ce restaurant à Bordeaux? Oh oui, le foie gras était divin. Il faudra qu'on y retourne cet été. Absolument. Séraphine, tu devrais organiser un week-end là-bas. Avec Hector, bien sûr. Quelle bonne idée, maman. Je me suis arrêtée un instant, les mains posées sur le plan de travail. Un week-end à Bordeaux. Avec quel argent? C'était moi qui payais les mensualités de cette maison. Moi qui payais les factures. Moi qui, chaque mois, versais 1200 € pour que cette maison reste debout. Et eux, ils parlaient de week-end, de restaurant, de voyage, comme si l'argent tombait du ciel. J'ai repris mon souffle. Ce n'est pas grave, me suis-je dit. Ils sont jeunes. Ils ont le droit de rêver. Mais une petite voix, tout au fond de moi, murmurait « Et toi, Tibérine, quand est-ce que tu as rêvé pour la dernière fois ?» J'ai apporté le plat principal. Cette fois, Monsieur Duvernay a levé les yeux vers moi. Oh, ça sent délicieux. Séraphine a souri, fière. C'est du magret de canard, avec une sauce aux érelles maison. Une recette que j'ai trouvée dans un vieux livre de cuisine. J'ai failli m'arrêter net. Une recette que j'ai trouvée. Pas que Tibérine a préparée. Pas que ma belle-mère a cuisiné avec amour pendant 3 heures. Non, que j'ai trouvée. Madame Duvernay a goûté une bouchée, les yeux fermés. Ma chérie, c'est un délice. Tu cuisines de mieux en mieux. Séraphine a ri, ravie. Merci maman. J'essaie de me perfectionner. Hector a posé sa main sur celle de sa femme. Elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Je suis retournée dans la cuisine. J'ai fermé la porte derrière moi. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la tristesse, pas de la fatigue. Quelque chose de plus dur, de plus froid, de la lucidité. Je me suis assise sur le tabouret, les mains jointes. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui. Oui, vous pouvez emménager dans ma maison. Oui, je vais payer les mensualités. Oui, je vais cuisiner pour vos invités. Oui, je vais rester dans l'ombre. Oui, 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 toujours oui. Et à quel moment exact avais-je cessé d'exister? À quel moment étais-je devenue invisible? À quel moment mon fils avait-il oublié que j'étais sa mère, et pas juste une présence pratique, une solution à ses problèmes? J'ai entendu Séraphine rire dans la salle à manger. Un rire clair, insouciant. Le rire de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Quelqu'un qui a toujours eu des parents pour payer. Un mari pour approuver. Une belle-mère pour servir. Je me suis levée. J'ai regardé autour de moi. Cette cuisine, je l'avais choisie. Les placards en bois clair, le carrelage blanc, la fenêtre qui donnait sur le jardin. C'était moi qui avais tout payé, tout arrangé, tout imaginé. Et maintenant, tout cela appartenait à quelqu'un d'autre. Dans leur esprit, en tout cas. On a frappé à la porte de la cuisine. « Tibérine, vous pouvez apporter le dessert ?» La voix de Séraphine, douce, polie, mais avec cette note d'impatience à peine dissimulée. « Oui, j'arrive. » J'ai sorti la tarte tatin que j'avais préparée le matin même. Les pommes caramélisées brillaient sous la lumière. Elle était parfaite. J'ai posé la tarte sur un plateau, ajouté une carafe de crème fraîche épaisse, et je suis sortie de la cuisine. En entrant dans la salle à manger, j'ai vu qu'ils avaient déjà fini le plat principal. Les assiettes étaient vides, propres. Monsieur Duvernay s'est essuyé la bouche avec sa serviette. Délicieux, vraiment. « Vous avez de la chance, Hector, d'avoir une femme qui cuisine si bien. » Hector a souri. « Oui, je sais. » J'ai posé la tarte sur la table. Madame Duvernay a applaudi, ravie. « Oh, une tarte tatin, mon dessert préféré. » Séraphine a coupé des parts généreuses, les a servies à ses parents, à Hector, puis à elle-même. Elle ne m'a même pas regardée. Je me suis reculée vers le mur, les mains derrière le dos. Et c'est à ce moment-là que Madame Duvernay s'est tournée vers Séraphine et a demandé d'un ton léger « Mais dis-moi, ma chérie, qui est cette femme qui s'occupe de tout? Elle cuisine merveilleusement bien. » Séraphine a pris une bouchée de tarte, l'air pensif. Puis elle a souri. Et elle a dit, d'une voix claire, sans la moindre hésitation, « Cette femme ?» Elle a fait un petit geste de la main dans ma direction, comme si elle désignait un meuble. « C'est notre employée de maison. » Le silence qui a suivi a duré une éternité. Ou peut-être juste une seconde. Je ne sais plus. J'ai regardé Hector. Il a baissé les yeux vers son assiette. Il n'a rien dit. J'ai regardé Séraphine. Elle mangeait sa tarte, tranquille, comme si elle venait de dire la chose la plus normale du monde. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de moi. Pas mon cœur.
Non, quelque chose de plus profond. Le dernier fil qui me retenait à cette vie. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce soir-là. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le-moi en commentaire. J'aimerais savoir. J'ai posé mes mains à plat sur mon tablier. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai murmuré, d'une voix que je ne me connaissais pas, « Excusez-moi ». Personne n'a répondu. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai enlevé mon tablier. Je l'ai plié soigneusement, comme je le faisais toujours. Et je suis sortie. Dans le couloir, j'ai pris mon sac. Mon manteau. Mes clés de maison, ma maison, étaient dans ma poche. Je les ai sorties. Je les ai regardées un instant dans le creux de ma main. Puis, je suis retournée dans la salle à manger. Ils riaient. Ils parlaient de leurs prochaines vacances. Ils étaient heureux. J'ai posé les clés sur la table, doucement. Le bruit a été à peine audible. Mais Séraphine a levé les yeux. « Tibérine, qu'est-ce que… » Je l'ai regardée droit dans les yeux. Et j'ai dit, d'une voix calme, presque douce, « Bonne chance avec les mensualités. » Pendant une fraction de seconde, personne n'a bougé. Séraphine me fixait, la bouche légèrement entr'ouverte, comme si elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Monsieur et Madame Duvernay ont échangé un regard gêné. Hector a enfin levé les yeux vers moi. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai pris mon sac. J'ai enfilé mon manteau. Et j'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, « Je rentre chez moi. » Séraphine s'est levée brusquement, la chaise raclant le sol. « Attendez, Tibérine, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis tournée vers elle. Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi je partais, comme si elle ne voyait pas le problème. « Vous m'avez présenté comme votre employé de maison, » ai-je dit calmement, « devant vos parents. » Elle a cligné des yeux. « Eh bien, je ne savais pas comment expliquer. »« Expliquer quoi, exactement ?» Hector s'est levé à son tour. « Maman, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Tu te méprends. »« Ah oui ?» Je l'ai regardé. Mon fils, mon seul enfant. « Alors explique-moi, Hector. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ?» Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a jeté un coup d'œil à Séraphine, comme pour chercher du soutien. Elle lui a pris la main. « Tibérine » a-t-elle dit d'une voix douce, presque maternelle. « Je crois qu'il y a un malentendu. Vous savez bien que je vous apprécie énormément. Vous avez été tellement généreuse avec nous. » Généreuse. Ce mot est resté suspendu dans l'air, comme si ma générosité était une faveur que je leur avais faite. Un cadeau. Quelque chose qu'ils pouvaient accepter sans rien devoir en retour. Cette maison, ai-je dit lentement, est à mon nom. L'hypothèque est à mon nom. Les factures sont à mon nom. Tout est à mon nom. Séraphine a souri, un peu nerveuse. Oui, bien sûr, on le sait. Et on vous en est reconnaissant. Reconnaissant. J'ai répété le mot, comme pour en tester le poids. Madame Duvernay a toussé légèrement. Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une confusion. Séraphine, tu ne nous avais pas dit que… Maman, s'il te plaît, a coupé Séraphine, les joues légèrement rouges. Pas maintenant. Monsieur Duvernay a posé sa serviette sur la table et s'est levé. Je crois que nous devrions partir. Non, papa, restez, a supplié Séraphine. Tout va bien. C'est juste un petit malentendu. Mais ses parents avaient déjà commencé à rassembler leurs affaires. Madame Duvernay m'a jeté un regard. Pas hostile, juste curieux. Comme si elle essayait de comprendre qui j'étais vraiment. Ils sont partis quelques minutes plus tard, après des au revoir gênés et précipités. La porte s'est refermée derrière eux, et je me suis retrouvée seule avec Hector et Séraphine. Le silence était épais, pesant. Séraphine s'est tournée vers moi, les bras croisés. « Vous êtes contente? Vous avez tout gâché. » J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. « J'ai tout gâché? Oui. Mes parents, ils vont se poser des questions maintenant. Ils vont penser que… » Elle s'est arrêtée, comme si elle réalisait soudain qu'elle en disait trop. « Ils vont penser quoi, Séraphine? Que cette maison n'est pas à vous? Que vous vivez chez moi sans payer un centime? Que je suis celle qui permet à tout cela d'exister ?» Ma voix était montée. Pas beaucoup. Juste assez pour que les mots sortent enfin. Hector a fait un pas vers moi. « Maman, calme-toi. » Me calmer? Je l'ai regardé, incrédule. « Tu étais là, Hector. Tu étais assis à cette table. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Et tu n'as rien dit. Rien. » Il a baissé les yeux. Je ne savais pas quoi dire. Tu aurais pu dire la vérité. Quelle vérité? Que je suis ta mère. Le mot a résonné dans la pièce. Mère. Un mot si simple.
si évident. Et pourtant, il semblait si difficile à prononcer pour lui. Séraphine a soupiré, exaspérée. « Tibérine, vous dramatisez. Ce n'était qu'une phrase, une simple phrase. Vous réagissez de façon excessive. Une simple phrase. Cette femme est notre employée de maison. Une simple phrase qui effaçait tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais sacrifié. J'ai pris mes clés dans ma poche, je les ai posées sur la console de l'entrée. Je vous laisse la maison. » Hector a ouvert de grands yeux. « Quoi ? Maman, ne sois pas ridicule. » « Je ne suis pas ridicule, Hector. Je suis fatiguée. » Séraphine a ri. Un petit rire nerveux, incrédule. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. C'est immature. » « Immature ?» Je l'ai regardée. Cette femme qui dormait dans ma maison, qui mangeait dans mes assiettes, qui recevait ses amis dans mon salon. « Vous savez combien coûtent les mensualités de cette maison, Séraphine ?» Elle a haussé les épaules, mal à l'aise. « Non. Hector s'occupe de ça. »« Non. Hector ne s'occupe de rien. C'est moi qui paie. 1200 € par mois, depuis 3 ans. » Le silence est retombé. Séraphine a regardé Hector comme si elle attendait qu'il démente. Mais il n'a rien dit. Parce que c'était vrai. 1200 €, ai-je répété. Plus les factures d'électricité, plus l'eau, plus l'Internet, plus les taxes foncières. Vous voulez que je continue ? Séraphine a pâli légèrement. « Hector, c'est vrai ?» Mon fils a passé une main dans ses cheveux. « Écoute chérie, c'était temporaire. On devait juste se stabiliser. Maman a proposé de nous aider, alors j'ai proposé de vous aider à vous installer. » Ai-je coupé. « Pas de vous entretenir pendant 3 ans. » Séraphine s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Vous ne nous avez jamais rien dit. Vous auriez dû parler si ça vous posait problème. » Et là, j'ai compris. Elle croyait sincèrement que c'était ma faute, que si j'avais souffert en silence, c'était parce que je l'avais choisi, que si j'avais tout donné, c'était parce que je le voulais, comme si le silence était un consentement. « Vous avez raison, » ai-je dit doucement. « J'aurais dû parler. » Je me suis tournée vers Hector. « Et toi, tu aurais dû me protéger, me défendre, me regarder au moins. » Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti, parce qu'il savait que c'était vrai. Il savait qu'il m'avait laissé tomber. J'ai ramassé mon sac. Je vais dormir chez une amie ce soir. Demain, je contacterai mon notaire pour transférer la maison à ton nom, Hector. Comme ça, ce sera vraiment la vôtre. Séraphine a eu un mouvement de recul. Attendez, vous ne pouvez pas ? Si, je peux. Et vous paierez les mensualités vous-même. Bonne chance. Hector a fait un pas vers moi. Maman, ne pars pas comme ça. On peut en parler. Il n'y a rien à dire, mon chéri. Tout a été dit ce soir. J'ai ouvert la porte. L'air froid de la nuit m'a frappé au visage. Derrière moi, j'ai entendu Séraphine murmurer à Hector « Elle ne partira pas vraiment. C'est juste pour nous faire culpabiliser. » Je me suis retourné une dernière fois. Hector me regardait, les yeux humides. Séraphine, elle, avait déjà sorti son téléphone, probablement pour envoyer un message à ses parents. « Au revoir », ai-je dit, et je suis partie. Dehors, la rue était silencieuse, déserte. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, mes pas résonnant sur le trottoir. Je ne pleurais pas encore. Je me suis assise sur le banc, mon sac sur les genoux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pas de la tristesse, pas de la colère, du soulagement. Comme si un poids immense venait de tomber de mes épaules. Comme si, en posant ses clés sur la table, j'avais enfin lâché prise. Le bus est arrivé 10 minutes plus tard. Je suis montée. Je me suis assise près de la fenêtre. Et pendant tout le trajet jusqu'à chez mon amie Claire, je n'ai pas regardé en arrière. Mais dans ma tête, une petite voix murmurait « Est-ce que tu as fait la bonne chose, Tibérine ? Est-ce que tu n'aurais pas dû rester ? Essayer encore ? Pardonner ? Vous savez ce qui est terrible ? C'est qu'on nous apprend, à nous les femmes, à nous les mères, que partir est un abandon, que mettre des limites est de l'égoïsme, que dire non est une trahison. Mais, ce soir-là, dans ce bus qui m'emmenait loin de ma maison, de mon fils, de cette vie que j'avais construite de mes mains, j'ai compris quelque chose de fondamental. Parfois, partir n'est pas un abandon, c'est une survie. Claire habitait un petit appartement dans le 5e arrondissement de Lyon, au 3e étage d'un immeuble ancien avec des moulures au plafond et un parquet qui craquait sous les pas. Quand elle a ouvert la porte, ce soir-là, à 22 heures passées, elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Tibérine ? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis restée là, sur le palier, mon sac à la main,
incapable de parler. Elle m'a prise dans ses bras. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pleuré. Claire et moi, nous nous connaissions depuis 35 ans. Nous avions travaillé ensemble dans la même entreprise de textile, à l'époque où j'étais jeune comptable et elle, assistante de direction. On déjeunait ensemble tous les midis, on se confiait nos peines de cœur, on riait de nos patrons incompétents. Elle avait été là quand mon mari était parti, il y a 20 ans. Elle avait été là quand j'avais dû élever Hector seul. Elle avait été là à chaque étape difficile de ma vie. Et ce soir-là, une fois de plus, elle était là. Elle m'a fait asseoir sur son canapé, m'a apporté une tisane à la camomille, s'est installée à côté de moi, les jambes repliées sous elle, et a attendu que je parle. Alors je lui ai tout raconté. Le mariage d'Hector, l'emménagement dans ma maison, les 3 années de silence, les factures que je payais, le dîner, les parents de Séraphine, la phrase « Cette femme est notre employée de maison ». Claire a fermé les yeux un instant, puis elle a posé sa main sur la mienne. « Mon Dieu, Tibérine, pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Je ne sais pas. » Et c'était vrai. Je ne savais vraiment pas. J'avais honte, je crois. Honte? Honte de quoi? D'avoir laissé faire, d'avoir été si faible. Claire a secoué la tête, les larmes aux yeux. Tu n'es pas faible, tu es une mère, c'est différent. Elle a serré ma main plus fort. Les mères, on nous apprend à tout donner, à tout sacrifier. Et après, on s'étonne qu'on ait tout perdu. Je suis restée chez Claire cette nuit-là. Elle m'a prêté un pyjama, installé un lit dans son petit bureau encombré de livres et de plantes vertes. Mais je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux grands ouverts, à revivre chaque instant de cette soirée. Le sourire de Séraphine quand elle avait prononcé ces mots, le silence d'Hector, le regard gêné des parents Duvernay. Et je me suis demandé, depuis combien de temps était-ce en train de se passer? Depuis combien de temps Séraphine me considérait-elle comme une employée? Depuis combien de temps Hector acceptait-il cela sans rien dire? Depuis combien de temps vivais-je dans cette illusion? Le lendemain matin, j'ai été réveillée par l'odeur du café. Claire était déjà debout, habillée, prête à partir au travail. J'ai appelé mon bureau. Je leur ai dit que j'arriverais en retard. Elle a posé 2 tasses sur la petite table de la cuisine. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai regardé mon café, incapable de répondre. « Je ne sais pas. Tu vas retourner là-bas ?»« Je ne pense pas. » « Bien. » Claire a bu une gorgée de son café, les yeux fixés sur moi. « Parce que si tu y retournes maintenant, Tibérine, rien ne changera. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Je le savais. Si je revenais maintenant, si je m'excusais, si je disais que j'avais exagéré, tout redeviendrait comme avant. Pire, même, parce qu'il saurait que je n'oserais jamais vraiment partir. « Je vais aller voir mon notaire, » ai-je dit lentement. « Je vais transférer la maison au nom d'Hector. » Claire a froncé les sourcils. « Tu es sûre? C'est un gros cadeau, Tibérine. » Ce n'est pas un cadeau, c'est une libération. J'ai contacté Maître Renaud, mon notaire, en milieu de matinée. Il m'a reçu dans son bureau à 14 heures. C'était un homme dans la soixantaine, lunettes rondes, costume impeccable, qui me suivait depuis 15 ans. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre. Puis il a posé ses mains à plat sur son bureau. « Madame Lemoel, je comprends votre décision, mais je dois vous poser une question importante. »« Oui ? Êtes-vous certaine que votre fils sera capable d'assumer les mensualités ?» J'ai hésité. Honnêtement, je n'en savais rien. Hector gagnait correctement sa vie, environ 2500 € par mois. Séraphine ne travaillait pas, préférant rester à la maison pour s'occuper du foyer. Avec 1200 € de mensualité, plus les factures, plus les courses, plus toutes les dépenses du quotidien, est-ce qu'il pourrait s'en sortir? Je ne sais pas, ai-je admis. Maître Renaud a hoché la tête, pensif. Dans ce cas, permettez-moi de vous suggérer une alternative. Il a sorti un dossier, a commencé à écrire. Plutôt que de transférer immédiatement la propriété, vous pourriez simplement arrêter de payer les mensualités. Voir comment ils réagissent. Si votre fils ne paie pas, la banque entamera une procédure. Vous aurez alors tout le temps de décider ce que vous voulez faire. J'ai réfléchi. C'était plus prudent, plus intelligent. Mais une partie de moi voulait une coupure nette, définitive. Je vais y penser, ai-je dit. Maître Renaud a souri doucement. Prenez votre temps, Madame Lemoel. Les décisions prises dans la colère sont rarement les bonnes. En sortant de chez le notaire, j'ai allumé mon téléphone. Je l'avais éteint depuis la veille, incapable de gérer les appels ou les messages. Il y avait 7 appels manqués, 3 de Hector,
4 de Séraphine. J'ai écouté les messages vocaux. Le premier d'Hector, à 9 heures du matin. Maman, écoute, j'ai mal dormi. On peut se parler? S'il te plaît, rappelle-moi. Sa voix était fatiguée. Coupable. Le deuxième, de Séraphine, à 10 heures. Tibérine, c'est Séraphine. Écoutez, je crois qu'il y a eu un énorme malentendu hier soir. Vous avez mal interprété mes paroles. Je ne voulais pas... Enfin, vous savez bien que je ne pense pas vraiment que vous êtes une employée. C'était juste une façon de parler. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Une façon de parler. Comme si les mots ne voulaient rien dire. Comme si on pouvait effacer une humiliation avec une simple explication. Le troisième message, d'Hector, à 11h30. Maman, Séraphine m'a dit qu'elle t'avait laissé un message. Je sais que tu es fâchée, mais on peut se voir? Juste toi et moi? Juste toi et moi. Comme si Séraphine n'avait rien à voir avec tout ça. Comme si c'était juste un conflit entre mère et fils. Le quatrième message, de Séraphine à 13h. Bon, écoutez, Tibérine, là ça devient ridicule. On est des adultes. On peut régler ça calmement. Hector est très perturbé. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Rappelez-nous, vous ne pouvez pas lui faire ça. Comme si j'étais celle qui avait fait quelque chose de mal. Comme si partir était une trahison. J'ai supprimé tous les messages. Je n'ai rappelé personne. Les jours suivants ont été étranges. Je restais chez Claire, dormais dans son petit bureau, essayais de reprendre un semblant de routine. Le matin, je me levais, prenais mon café, lisais le journal. L'après-midi, je me promenais dans Lyon, sans but précis. Je marchais le long des quais du Rhône, traversais les ponts, m'arrêtais devant les vitrines, sans rien acheter. Claire rentrait le soir, on dînait ensemble, on parlait. Elle me racontait sa journée. Je hochais la tête, souriais, mais j'étais ailleurs. « Tu penses à eux », disait-elle doucement. « Oui, c'est normal. Mais ce n'était pas seulement Hector et Séraphine qui occupèrent mes pensées, c'était moi. Qui étais-je, sans ce rôle de mère sacrificielle? Qui étais-je, sans cette maison à entretenir, ces factures à payer, ces gens à servir? Pendant 3 ans, toute ma vie avait tourné autour d'eux. Et maintenant, il y avait un vide immense, un silence assourdissant. Un soir, 1 semaine après mon départ, Claire m'a tendu un journal. « Regarde, un appartement à louer à Paris, 15e arrondissement. Pas cher. Paris. » J'avais toujours rêvé d'y vivre. Quand j'étais jeune, avant d'avoir Hector, avant de me marier, j'avais voulu y aller. Mais la vie en avait décidé autrement. « Tu penses vraiment que je devrais recommencer à zéro ?» Claire a souri. « Tibérine, tu as 59 ans, pas 90. Tu as encore toute une vie devant toi. » J'ai regardé l'annonce. Un petit studio. 35 mètres carrés, vue sur une cour tranquille. 800 € par mois. Moins que ce que je payais pour leur maison. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Mais au fond de moi, quelque chose commençait à s'éveiller. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. De l'espoir. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. « Allô? Madame Lemoel ?» Une voix de femme, âgée, distinguée. « Oui, c'est moi. Je suis Madame Duvernay, la mère de Séraphine. Nous nous sommes brièvement rencontrés l'autre soir. » Mon cœur s'est arrêté. « Oui, je m'en souviens. Écoutez, je ne sais pas si c'est ma place de vous appeler, mais j'aimerais vous parler. En privé. Juste vous et moi. » Je ne savais pas quoi dire. À quel sujet? À propos de ce qui s'est passé. À propos de ma fille. Elle a marqué une pause. Je crois que vous méritez d'entendre certaines choses. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain, dans un petit salon de thé près de la place Bellecour. J'y suis allé sans savoir ce qui m'attendait, sans savoir que cette conversation allait tout changer. Le salon de thé était presque vide ce mardi matin. Quelques tables occupées par des retraités qui lisaient leur journal, une jeune femme avec un ordinateur portable, et dans le fond, près de la fenêtre, Madame Duvernay. Elle portait un tailleur beige impeccable, ses cheveux blonds toujours parfaitement coiffés. Mais quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué lors du dîner. De la fatigue, et quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Madame Lemoel, merci d'être venue. » Elle s'est levée pour me serrer la main, puis elle a fait signe à la serveuse. « 2 thés, s'il vous plaît. Earl Grey pour moi. Et pour vous? Pareil, ai-je murmuré. Nous sommes restées silencieuses un moment. Madame Duvernay fixait sa tasse vide,
les mains jointes sur la table. Puis elle a pris une grande inspiration. « Je vais être directe avec vous, Madame Lemoel, parce que je pense que nous sommes toutes les deux trop vieilles pour les faux-semblants. » J'ai hoché la tête. Ce soir-là, quand vous êtes partie, j'ai posé des questions à ma fille. Beaucoup de questions. Elle a marqué une pause. Et j'ai découvert des choses qui m'ont profondément troublée. La serveuse est arrivée avec nos thés. Madame Duvernay a attendu qu'elle s'éloigne avant de continuer. Séraphine nous avait dit que la maison était à elle et Hector, qu'ils l'avaient achetée ensemble, qu'ils la payaient ensemble. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle ne nous avait jamais dit que c'était vous qui payiez tout. J'ai baissé les yeux vers mon thé. Je vois. Non, je ne crois pas que vous voyiez. Sa voix était ferme, mais pas hostile. Pendant des mois, ma fille nous a fait croire qu'elle et son mari étaient installés, indépendants. Nous étions fiers d'elle. Nous pensions qu'elle avait réussi sa vie. Elle a pris une gorgée de thé, les mains légèrement tremblantes. Et puis, ce soir-là, quand vous avez posé ces clés sur la table, quand vous avez dit « bonne chance avec les mensualités », j'ai tout compris. Vous avez compris quoi? Que ma fille vous avait menti. Et qu'elle nous avait menti aussi. Il y a eu un long silence. Dehors, la pluie avait commencé à tomber. De fines gouttes glissaient sur la vitre. Après votre départ, a continué Madame Duvernay, nous sommes rentrés chez nous, mon mari et moi, et je n'ai pas pu dormir. Alors le lendemain matin, je suis retournée voir Séraphine, seule, sans prévenir. Elle a souri tristement. Elle n'était pas contente de me voir. Je lui ai demandé de m'expliquer, de me dire la vérité. Elle a essayé de minimiser, de me dire que vous exagériez, que vous étiez jalouse de sa relation avec Hector, que vous vouliez garder le contrôle sur lui. Madame Duvernay a secoué la tête. Mais je ne suis pas stupide, Madame Lemoel. J'ai élevé ma fille, je la connais, et je sais quand elle ment. Alors j'ai insisté. J'ai demandé à voir les papiers de la maison, les factures, les relevés bancaires. Elle a marqué une pause. Elle a refusé. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas, qu'elle était adulte et que sa vie privée lui appartenait. C'est à ce moment-là que j'ai compris, a-t-elle dit doucement. Ma fille, ma propre fille, vous utilisait. Le mot est resté suspendu entre nous. Utilisait. J'ai eu honte, a avoué Madame Duvernay. Une honte terrible, parce que je me suis demandé comment l'ai-je élevée pour qu'elle devienne comme ça. Ses yeux se sont embués. On lui a tout donné. Une belle éducation, des voyages, des vêtements, de l'argent, tout. Et pourtant, elle est devenue quelqu'un qui prend sans jamais donner. J'ai posé ma main sur la sienne, instinctivement. Ce n'est pas votre faute. Si, c'est notre faute. Elle a retiré sa main, s'est essuyé les yeux avec un mouchoir en tissu qu'elle a sorti de son sac. Nous l'avons trop protégée, trop gâtée. Nous lui avons appris qu'elle méritait tout sans jamais rien devoir en retour. Elle a repris son thé, les mains plus stables maintenant. Hier, j'ai parlé à mon mari. Nous avons pris une décision. Quelle décision? Nous n'aiderons plus Séraphine financièrement, plus un centime. Si elle et Hector ne peuvent pas payer les mensualités, ce sera leur problème, pas le vôtre et pas le nôtre. J'ai ouvert de grands yeux. Mais c'est votre fille. Justement, c'est ma fille, et il est temps qu'elle grandisse. Madame Duvernay m'a regardée avec une intensité que je n'attendais pas. Elle a 32 ans, Madame Lemoel. 32 ans. Et elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Je ne savais pas ça. J'avais toujours cru que Séraphine avait eu une carrière avant de rencontrer Hector. Mais non. Elle était passée directement de la maison de ses parents à celle de mon fils, sans jamais gagner son propre argent, sans jamais se battre pour quoi que ce soit. Vous savez ce qui est drôle? A dit Madame Duvernay avec un rire amer. Nous pensions lui avoir trouvé un bon mari, un homme stable, avec un bon travail. Elle a secoué la tête. Mais en réalité, c'est elle qui a trouvé une bonne belle-mère, quelqu'un de généreux, de discret, qui ne poserait pas de questions. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, parce qu'elle avait raison. Séraphine ne s'était pas mariée avec Hector par amour. Enfin, peut-être qu'il y avait de l'amour. Je ne pouvais pas le nier complètement. Mais il y avait autre chose aussi, une opportunité. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la semaine dernière ?» a continué Madame Duvernay. « Elle m'a dit qu'elle voulait un enfant. Mon cœur a bondi. Un enfant ? Oui. Elle dit que c'est le bon moment, que la maison est parfaite pour élever une famille. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Un enfant, dans ma maison, avec mon argent. Et moi,
Comme une idiote, a dit Madame Duvernay. J'étais contente. J'ai dit que j'étais prête à l'aider, à garder le bébé quand elle aurait besoin, à acheter des affaires. Elle a fermé les yeux. Mais maintenant je me dis, est-ce qu'elle veut vraiment un enfant? Ou est-ce qu'elle veut juste encore plus de raisons pour que vous continuiez à payer? Je n'avais pas pensé à ça. Mais maintenant que Madame Duvernay l'avait dit, c'était si évident. Un enfant. Une raison supplémentaire pour que je ne puisse jamais partir. Une façon de me lier encore plus à eux. Madame Lemoel, a dit Madame Duvernay en se penchant vers moi, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je veux que vous sachiez une chose. Quoi? Vous ne leur devez rien. Ces mots ont résonné en moi comme une cloche. Vous ne leur devez rien. Hector est votre fils, c'est vrai, mais ce n'est plus un enfant. Il a 34 ans. Il a fait ses choix. Il a choisi sa femme. Il a choisi de vous laisser payer. Il a choisi de ne rien dire quand elle vous a humilié. Elle a posé sa main sur la mienne, cette fois avec fermeté. Ce sont ses choix, Madame Lemoel, pas les vôtres. J'ai senti les larmes monter. Mais c'est mon fils. Je sais. Et c'est ma fille. Sa voix s'est brisée légèrement. Mais parfois aimer quelqu'un, c'est le laisser affronter les conséquences de ses actes. Nous sommes restés silencieuses un long moment. Autour de nous, la vie continuait. Les clients entraient et sortaient. La serveuse essuyait les tables. La pluie tambourinait contre les vitres. Mais nous étions dans une bulle. Deux mères qui comprenaient enfin qu'elles avaient fait les mêmes erreurs. Donner trop, protéger trop, excuser trop. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ai-je demandé à Madame Duvernay. Elle a haussé les épaules. Je vais prendre mes distances. Mon mari et moi, nous allons voyager. Nous avons toujours voulu voir l'Italie, les lacs, les villages. Elle a souri tristement. Nous allons laisser Séraphine vivre sa vie. Et si elle tombe, eh bien, elle apprendra à se relever. Et vous? A-t-elle demandé. Qu'allez-vous faire? Je vais aller à Paris. Les mots sont sortis avant même que je réalise que j'avais pris ma décision. À Paris? Oui. J'ai trouvé un petit appartement. Rien de luxueux. Mais c'est à moi. Juste à moi. Madame Duvernay a souri. Un vrai sourire cette fois. C'est une bonne décision. Paris vous fera du bien. Elle a sorti son portefeuille, a posé quelques billets sur la table. C'est moi qui invite. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Madame Lemoel, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Si vous croisez Séraphine un jour, dans 10 ans, 20 ans, et qu'elle vient vous présenter des excuses, elle a hésité. Est-ce que vous lui pardonnerez? J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas, peut-être. Mais je ne l'oublierai jamais. Madame Duvernay a hoché la tête. C'est juste. Elle a enfilé son manteau, pris son sac. Bonne chance, Madame Lemoel. Et merci. Merci? Pourquoi? Pour m'avoir ouvert les yeux. Elle est partie. Et moi, je suis restée assise encore un moment, devant mon thé froid. Cette conversation avait tout changé. Parce que pour la première fois, quelqu'un d'autre que moi avait vu. Quelqu'un d'autre avait compris. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas égoïste. Je n'exagérais pas. Ce que Séraphine avait fait, ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une maladresse. C'était un choix conscient de me diminuer, de m'utiliser, de me transformer en quelque chose de moins qu'une personne. Et Hector, mon fils, il avait laissé faire. Je suis sortie du salon de thé, le cœur plus lourd, mais l'esprit plus clair. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le ciel commençait à s'éclaircir. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de l'agence immobilière à Paris. Bonjour, je vous appelle au sujet de l'appartement dans le 15e arrondissement. Il est toujours disponible? Oui, madame. Vous voulez prendre rendez-vous pour le visiter? Non, je veux le prendre. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout. Vous ne voulez pas le voir d'abord? Non. J'ai vu les photos. Ça me suffit. Quand est-ce que je peux emménager? 2 semaines plus tard, j'étais à Paris. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. J'ai signé le bail pour l'appartement à Paris. Un studio au 5e étage, sans ascenseur, avec une petite cuisine et une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Ce n'était pas grand. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était à moi. Pour la première fois depuis des années, j'allais vivre dans un endroit où personne ne pourrait me dire quoi faire, où personne ne prendrait mes sacrifices pour acquis, où je n'aurais de compte à rendre à personne. Claire m'a aidé à préparer mes affaires. J'avais laissé presque tout dans la maison,
les meubles, la vaisselle, les livres, les souvenirs. Je ne voulais rien emporter qui me rappellerait cette vie. J'ai pris seulement mes vêtements, quelques photos d'Hector enfant et un coffret en bois que ma mère m'avait offert quand j'avais 20 ans. C'est tout. Tu ne veux vraiment rien d'autre ? Avait demandé Claire en regardant mes 2 valises. Non. Le reste, ce ne sont que des choses. Elle m'avait serré dans ses bras. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, Tibérine. Je n'avais pas répondu, parce que je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais juste, fatiguée de porter un poids qui n'était pas le mien. 3 jours avant mon départ pour Paris, j'ai reçu un appel d'Hector. J'ai hésité longtemps avant de décrocher. Maman. Sa voix était tendue, anxieuse. Hector, on peut se voir, s'il te plaît? Juste nous 2. J'ai accepté. Pas parce que je voulais entendre ses excuses, pas parce que j'espérais qu'il comprendrait, mais parce que c'était mon fils, et qu'une partie de moi avait besoin de lui dire au revoir. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la gare de Lyon. Un endroit neutre, impersonnel. Quand je suis arrivée, il était déjà là, assis près de la fenêtre, les mains autour d'une tasse de café qu'il ne buvait pas. Il avait maigri, des cernes sombres sous les yeux, les cheveux en désordre. Maman. Il s'est levé pour m'embrasser, mais j'ai reculé légèrement. Ce n'était pas conscient, c'était juste un réflexe. Il a baissé les bras, blessé. Nous nous sommes assis. « Comment tu vas » a-t-il demandé. « Je vais bien. Tu es où en ce moment » ? « Chez Claire. » Il a hoché la tête, mal à l'aise. « Maman, je suis désolé. » Les mots sont sortis dans un souffle. Je suis désolé pour ce que Séraphine a dit. Je suis désolé de ne pas avoir réagi. Je suis désolé pour tout. J'ai regardé mon fils, cet homme de 34 ans qui avait l'air d'un enfant perdu, et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Tu es désolé » ai-je répété doucement. « Oui. Désolé de quoi, exactement? D'avoir laissé ta femme m'humilier? Ou désolé que je sois parti ?» Il a pâli. Les 2. Ce n'est pas la même chose, Hector. Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. Je sais que j'ai merdé. Mais maman, tu es partie sans rien dire. Tu as juste disparu. J'ai posé les clés sur la table. J'ai dit au revoir. Mais tu ne nous as pas laissé nous expliquer. J'ai senti la colère monter. M'expliquer quoi, Hector? Comment ta femme a pu dire, devant ses parents, que j'étais votre employé de maison? Comment tu as pu rester assis, silencieux, et me laisser servir le dîner que j'avais cuisiné pendant que vous preniez tout le crédit? Ma voix tremblait. Explique-moi comment, pendant 3 ans, tu as vécu dans ma maison, avec mon argent, sans jamais payer 1 centime, et tu n'as jamais pensé à me dire merci. Hector a baissé les yeux. Ce n'est pas vrai. Sans quoi? Je t'ai dit merci, plein de fois. Quand? Il a réfléchi, cherchant dans sa mémoire, mais il ne trouvait rien, parce qu'il ne l'avait jamais fait. Hector, ai-je dit plus doucement, tu sais combien je payais chaque mois pour cette maison? Oui. Enfin, je savais que tu payais, mais 1 200 € de mensualité, plus 300 € de facture, plus les courses, plus tout le reste. Il a ouvert de grands yeux. 1 200 €? Oui, mais je croyais que c'était moins. J'ai ri, un rire amer. Tu croyais, mais tu n'as jamais demandé. Il y a eu un long silence. Autour de nous, les gens commandaient leur café, lisaient leurs journaux, vivaient leur vie. Et nous étions là, 2 étrangers qui essayèrent de se retrouver. « Maman, reviens !» Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, on va tout arranger. Séraphine va s'excuser, on va te rembourser, on va... » Non. Le mot est sorti avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. « Non, Hector, je ne reviendrai pas. » Il a levé les yeux vers moi, les larmes au bord des paupières. « Mais pourquoi ? Parce que je ne peux plus. Parce que pendant 3 ans, je me suis oubliée. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié ce que je voulais. J'ai vécu pour vous, pour ta femme, pour cette maison. Et j'ai disparu. » Ma voix tremblait, mais je continuais. Et ce soir-là, quand Séraphine a dit que j'étais votre employée, elle a dit tout haut ce que je ressentais depuis longtemps. « Mais ce n'est pas vrai !» a protesté Hector. « Tu n'es pas une employée. Tu es ma mère. Alors pourquoi tu m'as laissé servir le dîner sans rien dire? Pourquoi tu m'as laissé cuisiner, nettoyer, payer, sans jamais rien donner en retour ?» Il n'a rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à répondre. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» ai-je continué. « Ce n'est pas Séraphine. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas l'humiliation. C'est quoi alors ?
C'est toi. J'ai vu la douleur traverser son visage. Tu es mon fils, mon seul enfant. Je t'ai élevé seul. J'ai travaillé pendant des années pour te donner une belle vie, pour que tu ne manques de rien. Les larmes coulaient maintenant. Et ce soir-là, quand elle a dit ces mots, tu n'as rien fait. Tu m'as laissé là, debout, humilié, et tu n'as rien dit. Je suis désolé, a-t-il murmuré, les larmes coulant sur ses joues. Je suis tellement désolé. Je sais. Alors reviens, s'il te plaît. On va tout recommencer. Non. Mais maman, Hector, écoute-moi. J'ai pris sa main dans la mienne. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je déménage à Paris. Il a ouvert de grands yeux. Paris? Oui. J'ai trouvé un petit appartement. Je commence une nouvelle vie. Et nous? Et la maison? La maison est à toi maintenant. Enfin, presque. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. J'ai parlé à mon notaire. J'ai arrêté de payer les mensualités. À partir de maintenant, c'est toi qui devras payer. Il a pris l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait tous les documents de la maison. Les relevés bancaires, les factures, tout. Mais, maman, je ne peux pas payer 1200 € par mois, avec mon salaire. Alors tu vendras la maison, ou tu trouveras un moyen, mais ce ne sera plus mon problème. Il a levé les yeux vers moi, paniqué. Tu es sérieuse? Oui, mais on va perdre la maison. Peut-être. Et ça ne te fait rien? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Si, ça me fait quelque chose, mais pas autant qu'avant. Il a secoué la tête, incrédule. Je ne te reconnais pas. Moi non plus. J'ai souri tristement. Mais je commence à m'aimer, comme ça. Hector a pleuré. Pas comme un homme, comme un enfant. Et une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien, que maman était là. Mais je ne l'ai pas fait, parce que maman n'était plus là. Pas de cette façon. Je me suis levée. Je dois y aller. Maman, attends. Hector, je l'ai regardé une dernière fois. Je t'aime, mais je ne peux plus te sauver. Tu es un adulte. Il est temps que tu apprennes à te sauver toi-même. Je suis sortie du café. Dehors, le soleil brillait. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Je ne me suis pas retournée. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Séraphine. Long, rempli d'excuses, de promesses. Elle disait qu'elle avait réalisé son erreur, qu'elle était prête à changer, qu'elle voulait me rembourser, qu'elle m'aimait comme sa propre mère. J'ai lu le message une fois, puis je l'ai supprimé. Le lendemain, Claire m'a conduite à la gare. Nous nous sommes dit au revoir sur le quai. Tu m'appelleras? Tous les jours. Tu me promets que tu vas bien? Je te promets que je vais essayer. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis fière de toi. Merci d'avoir été là. Toujours. Le train est arrivé. Je suis montée. J'ai trouvé ma place près de la fenêtre. Et pendant que le train quittait Lyon, pendant que je regardais la ville disparaître derrière moi, j'ai senti quelque chose de nouveau. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité, de la liberté. Paris. Je suis arrivée un jeudi après-midi, sous un ciel gris et doux. La gare de Lyon était bondée. Des voyageurs pressés, des touristes avec leurs valises, des enfants qui couraient partout. Tout ce bruit, ce mouvement, cette vie, c'était étourdissant après des semaines de silence intérieur. J'ai pris le métro jusqu'au 15e arrondissement, ligne 6, direction Nation. Les stations défilaient, Pasteur, Sèvres-le-Courbe, la Motte-Piquet-Grenelle. Je regardais les gens autour de moi. Une jeune femme qui lisait un livre, un homme âgé avec un bouquet de fleurs, 2 étudiantes qui riaient. Personne ne me connaissait. Personne ne savait qui j'étais, d'où je venais, ce que j'avais laissé derrière moi. J'étais anonyme. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mon appartement se trouvait rue de Vaugirard, au 5e étage d'un immeuble haussmannien. Pas d'ascenseur, comme l'avait prévenu l'agence. J'ai monté les escaliers lentement, mes 2 valises à la main, m'arrêtant à chaque palier pour reprendre mon souffle. Au 5e, j'ai sorti les clés. Ma main tremblait légèrement. J'ai ouvert la porte. L'appartement était petit, vraiment petit. Une pièce principale, avec un lit pliant contre le mur, une kitchenette dans un coin, une table minuscule près de la fenêtre, une salle de bain pas plus grande qu'un placard, 35 mètres carrés. Mais la fenêtre donnait sur une petite cour intérieure, avec un marronnier au centre. Ses branches touchaient presque la vitre. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Les premiers jours ont été étranges.
Je me réveillais le matin sans savoir quoi faire. Pas de maison à entretenir, pas de factures à payer pour quelqu'un d'autre, pas de dîner à préparer, pas de coup de fil à attendre. Juste moi. Je passais mes journées à marcher dans Paris. Le matin, je descendais jusqu'au Champ de Mars. Je m'asseyais sur un banc, regardais la tour Eiffel, observais les touristes qui prenaient des photos. L'après-midi, je me promenais le long de la Seine. Je m'arrêtais devant les bouquinistes, feuilletais de vieux livres que je n'achetais jamais. Le soir, je rentrais chez moi, fatigué mais paisible. Je cuisinais pour moi. Des plats simples, une omelette, une salade, un morceau de poisson avec des légumes. Je mangeais seul à ma petite table en regardant l'arbre dans la cour. Et c'était suffisant. Au bout d'une semaine, j'ai appelé Claire. Alors, comment c'est Paris? C'est différent. Différent bien ou différent mal? Différent. Libre. Elle a ri. Tu me manques déjà, tu sais. Toi aussi. Tu as des nouvelles d'Hector? J'ai hésité. Non. Il t'a appelé? Plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Il y a eu un silence. Tibérine, tu ne vas pas lui parler du tout? Pas maintenant. J'ai besoin de temps. Je comprends. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas si je comprenais moi-même. Une partie de moi voulait décrocher quand Hector appelait, voulait entendre sa voix, voulait savoir s'il allait bien. Mais une autre partie, plus forte, plus sage, savait que si je répondais maintenant, rien ne changerait. Il s'excuserait encore, je pardonnerais encore, et le cycle recommencerait. Alors j'ai laissé sonner. Encore et encore, jusqu'à ce que les appels s'espacent, puis s'arrêtent. Un mois après mon arrivée à Paris, j'ai trouvé un travail. Rien de glorieux, rien qui nécessitait mon diplôme de comptable, juste un petit boulot dans une librairie du quartier latin. Le propriétaire, Monsieur Arnaud, était un homme dans la soixantaine, cheveux blancs, lunettes rondes, qui parlait de livres comme d'autres parlent de leurs enfants. Il m'a embauché sans poser beaucoup de questions. Vous aimez lire? Oui. Vous savez utiliser une caisse enregistreuse? Je peux apprendre. Parfait. Vous commencez lundi. C'était un travail simple. Accueillir les clients, ranger les livres, conseiller les lecteurs perdus dans les rayons. Je ne gagnais pas beaucoup. 900 € par mois. Mais c'était mon argent. Gagné par mon travail. Pour moi. Les semaines ont passé. J'ai commencé à reconnaître les clients réguliers. La vieille dame qui venait tous les jeudis acheter des romans policiers. L'étudiant qui passait des heures dans le rayon philosophie sans jamais rien acheter. La jeune mère qui cherchait des livres pour enfants. Un après-midi, une femme est entrée dans la librairie. La cinquantaine, cheveux courts poivre et sel, regard vif. Elle a parcouru les rayons pendant une bonne demi-heure, puis elle est venue me voir. « Excusez-moi, vous auriez quelque chose sur recommencer sa vie après 50 ans ?» J'ai souri. « Vous cherchez un roman ou un essai ?»« Les deux peut-être. Je ne sais pas. » Elle a hésité. « Je viens de divorcer, après 28 ans de mariage, et je ne sais pas qui je suis, toute seule. » Quelque chose dans sa voix m'a touchée. « Attendez. » Je suis allé chercher 3 livres. Je les ai posés devant elle. Celui-ci parle d'une femme qui recommence à 0 à 55 ans. Celui-là est un essai sur la reconstruction de soi. Et celui-ci, c'est juste une belle histoire. Pour se rappeler qu'il y a encore de la beauté dans le monde. Elle a pris les 3 livres, les yeux brillants. « Merci. »« De rien. »« Non, vraiment. Merci. On dirait que vous comprenez. » Je l'ai regardée. « Oui, je comprends. » Elle est repartie avec ses livres. Et moi, je suis resté derrière le comptoir, le cœur étrangement léger, parce que j'avais aidé quelqu'un. Non pas en payant pour elle, non pas en me sacrifiant, non pas en m'oubliant, juste en étant là, en écoutant, en comprenant. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus la même personne. La femme qui avait quitté Lyon il y a 2 mois, celle qui se sentait coupable, perdue, brisée, elle n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui marchait plus lentement, mais plus sûrement. Quelqu'un qui souriait moins souvent, mais plus sincèrement. Quelqu'un qui s'appartenait. Un soir, en novembre, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché, hésitante. « Allô? Madame Lemoel ?» Une voix d'homme, formelle. « Oui, c'est moi. Je suis maître Dupuis, notaire à Lyon. Je vous appelle au sujet de la maison située rue de la Charité. » Mon cœur s'est serré. « Oui, votre fils, Monsieur Hector Lemoel,
n'a pas payé les mensualités depuis 3 mois. La banque a entamé une procédure de saisie. J'ai fermé les yeux. 3 mois. Ils avaient tenu 3 mois. Je vois. La banque souhaite savoir si vous comptez reprendre les paiements. Si oui, la procédure peut être annulée. Non. Le mot est sorti fermement. Non, je ne reprendrai pas les paiements. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout. Vous en êtes certaine? Oui. Madame Lemoel, si la saisie va jusqu'au bout, la maison sera vendue aux enchères. Votre fils perdra tout. Je sais. Vous ne voulez pas réfléchir encore? En parler avec lui? Non. C'est sa maison maintenant. Sa responsabilité. Le notaire a soupiré. Très bien. Je vais informer la banque. Merci. Madame Lemoel? Oui? Puis-je me permettre une question personnelle? J'ai hésité. Allez-y. Vous ne regrettez pas? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la nuit tombait. Les lumières de Paris s'allumaient une à une. L'arbre dans la cour perdait ses dernières feuilles. Non, ai-je répondu doucement. Je ne regrette pas. Après avoir raccroché, je suis restée assise un long moment dans le noir. J'ai pensé à Hector, à Séraphine. Je me suis demandé ce qu'ils ressentaient en ce moment. S'ils avaient peur, s'ils me détestaient, s'ils comprenaient enfin. Puis j'ai pensé à moi, à cette femme de 59 ans qui avait tout quitté pour se retrouver. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est de laisser tomber, de laisser les gens vivre leurs propres erreurs, affronter leurs propres conséquences, grandir à travers leurs propres douleurs. Parce qu'en les sauvant constamment, je ne les aidais pas. Je les empêchais de devenir adultes. J'ai allumé la lampe, j'ai préparé une tisane. Je me suis assise à ma petite table avec un livre que j'avais emprunté à la librairie. Et j'ai lu, tranquillement, sans culpabilité, sans téléphone qui sonne, sans personne qui attend quelque chose de moi, juste moi. Enfin, l'hiver est arrivé sur Paris. Décembre a recouvert la ville d'un froid sec et lumineux. Les vitrines des grands magasins brillaient de 1000 feux. Les marchés de Noël s'installaient sur les places. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux. Moi, je continuais ma vie tranquille. Le matin, je me levais tôt. Je prenais mon café en regardant l'arbre nu dans la cour. Je partais travailler à la librairie. Le soir, je rentrais chez moi, je cuisinais, je lisais. Une vie simple, une vie à moi. J'avais pris l'habitude d'appeler Claire tous les dimanches. Ce dimanche-là, mi-décembre, sa voix était différente, hésitante. « Tibérine, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? J'ai croisé Hector hier, au supermarché. Mon cœur a fait un bond. Et il n'avait pas l'air bien. Comment ça ? Claire a pris une grande respiration. Il était seul. Il avait l'air fatigué, amaigri. Il faisait ses courses avec, tu sais, ces paniers de célibataires, du pain, des plats préparés. Je n'ai rien dit. Je lui ai parlé, a continué Claire. Je lui ai demandé comment il allait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que Séraphine était partie. Le silence s'est installé. Partie ? Oui, il y a 2 mois. 2 mois. Donc, en octobre, 1 mois après qu'ils aient perdu la maison. Il m'a raconté, a dit Claire doucement. Quand ils ont reçu la notification de saisie, Séraphine a paniqué. Elle a appelé ses parents pour demander de l'aide. Et ils ont refusé. J'ai pensé à Madame Duvernay, à notre conversation dans ce salon de thé, à sa décision de laisser sa fille affronter les conséquences. Elle avait tenu parole. Séraphine a essayé de convaincre Hector de te rappeler, a continué Claire, de te supplier de revenir, de reprendre les paiements. Et lui, il a refusé. J'ai fermé les yeux. Mon fils avait refusé. Enfin, mais sans ton argent, il ne pouvait pas payer, a dit Claire. Alors ils ont dû vendre la maison en urgence, aux enchères, pour moins que sa valeur. Combien ils ont récupéré? Hector m'a dit presque rien. Après avoir remboursé la banque et payé les frais, il leur restait à peine 10 000 euros. 10 000 euros, pour une maison qui en valait au moins 250 000. Séraphine est devenue folle, a continué Claire. Elle reprochait tout à Hector. Elle disait que c'était sa faute, qu'il aurait dû te forcer à revenir, qu'il était faible, qu'il était un raté. Je connaissais ce schéma. Quand les choses vont bien, on prend le crédit. Quand les choses vont mal, on blâme les autres. Et puis un jour, Hector est rentré du travail et elle était partie. Partie où ? Chez ses parents, avec toutes ses affaires. Elle a laissé un mot disant qu'elle avait besoin de réfléchir à leur couple. Réfléchir à leur couple. Quelle formule élégante pour dire « je te quitte parce que tu n'as plus d'argent ». Et depuis,
ai-je demandé. Depuis, elle ne répond plus à ses appels. Elle a demandé le divorce. Le divorce? Oui. Hector a reçu les papiers la semaine dernière. J'ai imaginé mon fils, seul dans un petit appartement, recevant ses papiers. J'ai imaginé sa douleur, sa confusion, sa solitude. Et une partie de moi, cette partie maternelle qui ne meurt jamais, a voulu courir vers lui. Mais l'autre partie, celle qui avait appris enfin à se protéger, est restée calme. Ce n'était pas mon combat, c'était le sien. Il m'a demandé de tes nouvelles, a dit Claire doucement. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu allais bien, que tu vivais à Paris, que tu travaillais dans une librairie. Comment il a réagi? Il a pleuré. J'ai senti ma gorge se serrer. Il a dit qu'il voulait t'appeler, mais qu'il ne savait pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Tibérine. Quoi? Tu ne vas vraiment pas lui parler? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, il neigeait légèrement. De petits flocons qui tourbillonnaient dans l'air froid. Pas maintenant. Peut-être, un jour, quand il aura vraiment compris. Compris quoi? Que je ne suis pas une solution. Que je suis une personne. Claire a soupiré. Tu as raison. Je sais. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps. J'ai pensé à Séraphine, cette femme qui m'avait humiliée, qui m'avait utilisée, qui avait pris tout ce que j'avais donné sans jamais dire merci. Elle avait tout perdu maintenant. La maison qu'elle exhibait avec fierté, le mari qu'elle contrôlait, le confort qu'elle prenait pour acquis. Et je n'avais rien fait. Je n'avais pas comploté. Je n'avais pas cherché vengeance. Je n'avais même pas souhaité sa chute. J'étais juste, partie. Et la vie avait fait le reste. C'est ça, la vraie justice. Pas la vengeance, pas la punition. Juste, les conséquences naturelles. Quand on construit sa vie sur le dos des autres, sur les mensonges, sur la manipulation, tôt ou tard, tout s'effondre. Quelques jours plus tard, juste avant Noël, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe était élégante, papier crème épais, écriture soignée. Je l'ai ouverte, intriguée. Chère Madame Lemoel, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Je prends la plume aujourd'hui pour vous donner quelques nouvelles, même si je ne suis pas certaine que vous souhaitiez les entendre. Ma fille, Séraphine, est revenue vivre chez nous il y a 2 mois. Elle a quitté votre fils après la perte de la maison. Je ne vais pas vous mentir. Les premières semaines ont été difficiles. Elle était en colère. Elle accusait tout le monde, vous, Hector, nous, le monde entier, de sa situation. Mais mon mari et moi avons tenu bon. Nous lui avons dit qu'elle devait trouver un travail, qu'elle devait prendre sa vie en main. Au début, elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne savait rien faire, qu'elle n'avait jamais travaillé, que c'était injuste. Mais nous n'avons pas cédé. Et vous savez quoi? Elle a fini par chercher, par postuler, par accepter un poste de vendeuse dans une boutique de vêtements. Ce n'est pas grand-chose. Le salaire est modeste. Les horaires sont difficiles. Mais pour la première fois de sa vie, elle gagne son propre argent. L'autre jour, elle est rentrée épuisée. Elle s'est assise à la table de la cuisine et elle a dit, presque surprise, « C'est dur de travailler. » Et j'ai répondu, « Oui, mais c'est comme ça qu'on apprend qui on est vraiment. » Je ne sais pas si Séraphine changera vraiment. Je ne sais pas si elle comprendra un jour le mal qu'elle vous a fait. Mais je voulais que vous sachiez que vous aviez raison. En partant, vous ne l'avez pas punie. Vous lui avez donné une chance de grandir. Je ne vous demande pas de pardon en son nom, ce n'est pas à moi de le faire. Je voulais juste vous remercier pour m'avoir ouvert les yeux, pour m'avoir montré qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas tout lui donner. C'est parfois savoir dire non. Je vous souhaite une belle vie, Madame Lemoel. Vous la méritez. Bien à vous, Élisabeth Duvernay. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur ma table, à côté de mon thé qui refroidissait. Séraphine travaillait. Pour la première fois de sa vie, à 32 ans, elle découvrait ce que c'était que gagner son pain. Et moi, je ne ressentais ni satisfaction, ni joie méchante. Juste du soulagement. Le soulagement de savoir que j'avais fait le bon choix. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'à Notre-Dame. Les illuminations de Noël brillaient partout. Les rues étaient pleines de gens heureux, pressés, chargés de cadeaux. Je me suis arrêtée sur le pont. J'ai regardé la Seine couler en contrebas. Et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. 6 mois plus tôt, j'étais une femme invisible. Une mère qui se sacrifiait en silence. Une femme qui payait pour exister dans la vie des autres. Aujourd'hui, j'étais libre. Pas riche, pas célèbre, pas entourée, mais libre. Et cette liberté valait plus que n'importe quelle maison. Plus que n'importe quelle reconnaissance.
plus que n'importe quel sacrifice. J'ai pensé à Hector, à ce petit garçon en manteau rouge qui ramassait des feuilles mortes, à cet homme de 34 ans qui devait maintenant apprendre à se tenir debout. Un jour, peut-être, il comprendrait. Un jour, peut-être, il m'appellerait. Non pas pour demander, non pas pour prendre, mais juste pour dire « Merci maman, merci de m'avoir laissé grandir ». Et ce jour-là, peut-être que je répondrais. Mais en attendant, j'allais vivre, pour moi, enfin. Le printemps est arrivé sur Paris. Mars a ramené la lumière, les bourgeons sur les arbres, les terrasses qui se remplissaient à nouveau. Cela faisait maintenant 8 mois que j'avais quitté Lyon. 8 mois que j'avais posé ces clés sur la table et que j'étais parti. 8 mois que j'avais choisi de vivre. Ma vie avait trouvé un rythme. Le matin, je me réveillais avec le soleil qui entrait par ma fenêtre. Je préparais mon café, je m'asseyais à ma petite table et je regardais l'arbre dans la cour, qui maintenant se couvrait de feuilles vertes tendres. Je partais travailler à la librairie. Monsieur Arnaud m'avait donné plus de responsabilités. Je m'occupais maintenant des commandes, je conseillais les clients, j'organisais les vitrines. Le soir, je rentrais chez moi, parfois je cuisinais. Parfois, je sortais manger dans un petit bistrot du quartier. J'avais commencé à me faire des amis. Madame Chen, ma voisine du 4e, une femme chinoise de 65 ans qui m'invitait à prendre le thé. Julien, un jeune libraire qui travaillait avec moi et qui me faisait découvrir de nouveaux auteurs. Sophie, une cliente régulière qui était devenue une amie et avec qui je marchais parfois le dimanche dans le jardin du Luxembourg. Je n'étais plus seule, mais je n'étais plus dépendante non plus. J'avais appris la différence entre la solitude et l'indépendance, entre avoir besoin des gens et choisir d'être avec eux. Claire venait me voir une fois par mois. Elle prenait le train, passait le week-end chez moi, je lui donnais mon lit, je dormais sur le canapé. Nous marchions dans Paris, visitions des musées, parlions pendant des heures. Ce samedi-là, début avril, nous étions assises à une terrasse près du Panthéon. Le soleil brillait, les gens souriaient. Le printemps était enfin là. « Tu as l'air bien », a dit Claire en me regardant attentivement. « Je vais bien. Non, je veux dire, vraiment bien. Différente. » J'ai souri. « Je suis différente. Comment ?» J'ai réfléchi un moment. Avant, j'existais à travers les autres, à travers Hector, à travers ce que je pouvais donner, ce que je pouvais faire. J'ai bu une gorgée de mon café. Maintenant, j'existe pour moi. Claire a hoché la tête. Et Hector, tu as des nouvelles? Non. Tu ne veux toujours pas lui parler? J'ai regardé les gens autour de nous, des étudiants qui riaient, un couple âgé qui se tenait la main, une jeune femme qui lisait seule, paisible. Un jour, peut-être, quand il sera prêt, quand je serai prête. Tu penses que ce jour viendra? Je ne sais pas, mais je ne vis plus dans l'attente. Claire a souri. Tu sais ce que j'admire chez toi? Quoi? Tu ne parles jamais de vengeance. Tu ne dis jamais de mal de Séraphine ou même d'Hector. Tu as juste avancé. Parce que la vengeance ne sert à rien, ai-je dit doucement. Elle ne répare rien. Elle ne change rien. Elle te garde juste prisonnière du passé. Et tu n'es plus prisonnière. Non. Tu sais, a dit Claire en jouant avec sa cuillère. Hector est venu me voir la semaine dernière. Mon cœur a bondi. Ah oui? Il voulait que je te donne ça. Elle a sorti une enveloppe de son sac, une simple enveloppe blanche avec mon nom écrit dessus de l'écriture d'Hector. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, a dit Claire. Il m'a juste demandé de te la remettre. J'ai pris l'enveloppe. Elle était légère, probablement juste une lettre. Tu vas l'ouvrir? A demandé Claire. Pas maintenant. Quand? Quand je serai prête. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, et nous avons continué à parler d'autre chose. Ce soir-là, après que Claire soit repartie à Lyon, je me suis assise à ma table. L'enveloppe était posée devant moi. J'ai regardé l'écriture d'Hector, cette écriture que je connaissais par cœur. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur, une lettre, 3 pages, écrite recto verso. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si Claire te l'a donnée. Mais je devais l'écrire, parce qu'il y a des choses que je dois te dire. Des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je suis désolée. Ces mots sont si petits, si insuffisants pour tout ce que j'ai fait, ou plutôt tout ce que je n'ai pas fait. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu ce soir-là. Je suis désolée d'avoir laissé Séraphine te parler comme ça. Je suis désolée d'avoir vécu dans ta maison pendant 3 ans sans jamais te demander si tu allais bien. Je suis désolée d'avoir pris ton argent, ton temps, ton amour, comme si tout cela m'était dû. Quand tu es parti, je ne comprenais pas.
J'étais en colère. Je pensais que tu exagérais, que tu étais injuste. Mais maintenant, je comprends. J'ai tout perdu, maman. La maison, ma femme, ma fierté. Et dans cette perte, j'ai enfin vu qui j'étais devenu. Un homme qui prenait sans jamais donner. Un homme qui laissait sa mère se sacrifier sans jamais dire merci. Un homme qui avait oublié que l'amour, ce n'est pas prendre. C'est aussi protéger, respecter, reconnaître. Séraphine est partie. Elle a demandé le divorce. Au début, j'étais détruit. Je ne comprenais pas comment elle pouvait me quitter, alors que j'avais tout fait pour elle. Mais avec le temps, j'ai compris. Elle ne m'a jamais aimé, moi. Elle aimait ce que je représentais. La sécurité, le confort, l'argent, ton argent en fait. Et moi, j'ai laissé faire, parce que c'était plus facile de te laisser payer que d'affronter la réalité. La réalité que je ne gagnais pas assez. La réalité que ma femme était quelqu'un d'autre que ce que je voulais croire. La réalité que j'étais faible. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement. 2 pièces. Pas de jardin. Pas de meubles élégants. Je paie mon loyer avec mon salaire. Je fais mes courses. Je cuisine pour moi. Je nettoie mon appartement. Toutes ces choses que tu faisais pour moi, je les fais maintenant. Et je réalise à quel point c'était dur, à quel point tu as travaillé, à quel point tu as donné. L'autre jour, j'ai croisé Madame Duvernay. Elle m'a parlé de Séraphine. Elle m'a dit qu'elle travaillait maintenant, qu'elle apprenait enfin à être autonome. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Votre mère vous a donné un cadeau, à tous les deux. Elle vous a forcé à grandir. Elle avait raison. En partant, tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as libérés. Tu m'as libéré de ma dépendance. Tu m'as libéré de ma lâcheté. Tu m'as forcé à devenir un homme. Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande même pas de me pardonner. Je voulais juste te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as donné. Et merci pour être parti. Parce que c'est en te perdant que j'ai enfin compris ta valeur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si un jour on se reparlera, si un jour on se reverra. Mais je voulais que tu saches que je t'aime, pas comme avant. Pas comme un enfant qui prend tout de sa mère, mais comme un homme qui respecte enfin la femme que tu es. Vis ta vie, maman. Sois heureuse. Tu le mérites. Ton fils, Hector. J'ai posé la lettre sur la table. Mes mains tremblaient légèrement. Mes yeux étaient humides, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Mon fils avait compris. Enfin, je ne savais pas si j'allais lui répondre tout de suite. Je ne savais pas si j'allais l'appeler, le voir, reconstruire quelque chose avec lui. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ce n'était plus urgent, parce que j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais posé des limites, j'avais choisi ma dignité, j'avais choisi ma vie, et maintenant, il faisait de même, à sa façon, à son rythme, et c'était suffisant. J'ai plié la lettre soigneusement. Je l'ai rangée dans le tiroir de ma table de nuit, à côté des photos d'Hector enfant. Puis je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. L'air du printemps est entré, doux et frais. Dehors, Paris vivait. Les lumières brillaient. Les gens marchaient. La vie continuait. Et moi aussi. J'ai pensé à toutes ces femmes qui, comme moi, se sont oubliées, qui ont tout donné sans jamais rien demander, qui ont porté le poids de familles entières sur leurs épaules, qui ont pensé que l'amour, c'était se sacrifier jusqu'à disparaître. Et je voulais leur dire quelque chose que j'ai mis 59 ans à comprendre. Vous n'êtes pas égoïste si vous partez. Vous n'êtes pas cruel si vous dites non. Vous n'êtes pas de mauvaise mère, de mauvaise épouse, de mauvaise fille, si vous choisissez de vivre pour vous, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et si vous vous perdez, il ne reste plus rien à donner. Alors parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, c'est de partir, de poser les clés, de dire « bonne chance » et de vous choisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Je m'appelle Tibérine Lemoel. J'ai 59 ans. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vis vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.